Bonjour et bienvenue pour cette présentation commentée du plan d'action du PCM de Brève, donc PCM Plan Communal de Mobilité. Donc nous allons vous présenter les principaux enjeux et actions que nous retrouvons dans ce plan d'action. La présentation se fera par Florence Vandy du bureau ICED et par moi-même, Alexandre Von Pestel du bureau Espace Mobilité. Donc, plan communal de mobilité, il faut savoir que, bien sûr, il y a déjà eu une phase 1 et une phase 2 qui ont été approuvées en son temps, qui reprend les éléments classiques de diagnostic et objectif, qui a été approuvé et finalisé. Là, on est vraiment dans la phase 3, donc vraiment dans le plan d'action et dans ce qui va être approuvé par la suite au niveau du collège et du conseil communal. Sachez que cette enquête publique dans laquelle vous êtes là actuellement va durer 6 semaines. Elle aura commencé fin avril, début mai, elle va finir vers la mi-juin. Les documents seront, bien sûr, sont même disponibles en ligne ou à la demande à la commune. Vous pourrez retrouver tout le rapport complet. Le but ici, c'est plutôt de vous présenter un peu les éléments principaux, les grandes lignes de ce plan d'action qui vous permettra peut-être après d'aller analyser de façon plus précise le document. Sachez qu'il y aura une session de questions-réponses prévue pour le moment, en tout cas à la soirée du 18 mai. Je suppose que les heures et les modalités vous seront transmises par la commune. Le but, c'est que vous puissiez quand même envoyer vos questions en amont, qu'on puisse un peu préparer. La séance durera 1 heure, 1 h 20 et permettra de répondre vraiment à toutes les questions qu'on a reçues et si possibilité, peut-être des questions-réponses en direct le soir même. Pour revenir sur le rôle d'un PCM, il faut savoir que c'est une étude qui est lancée avant tout par la région, avec un cahier des charges assez précis, que ce plan mobilité a été suivi par tout un comité d'accompagnement, donc qui réunit un peu tous les acteurs de la mobilité tels qu'on peut les connaître, que ce soit la région, le TEC, la commune et autres acteurs. C'est important parce que ces gens étaient autour de la table et donc ils ont participé à l'élaboration de ce plan d'action et l'ont validé, ce qui peut forcément aider par la suite pour la mise en place de certains éléments. Alors ce plan d'action, c'est un outil avant tout stratégique et un support, on va dire, à la commune pour la mise en place de certains éléments. C'est un guide pour les années à venir. On dit que généralement, un plan communal de mobilité a une durée de vie de 10-12 ans. Voilà. Il va être là en support, pour, que ce soit pour la conseillère en mobilité ou pour les séchevins et bourgmestres pour agir sur la commune. C'est pas un document contraignant. On n'est pas sur un permis d'urbanisme ou sur certains plans vraiment contraignants. C'est vraiment un guide dans lequel on vient piocher, dans lequel on vient s'inspirer et qui sert vraiment, voilà, qui sert un peu d'exemple pour la suite. Donc un plan de mobilité s'intéresse à tous les modes de déplacement. Donc le but c'est vraiment d'étudier, de mettre en place des réseaux efficaces, que ce soit pour cheminement piéton, vélo, bien sûr, tout ce qui est mode actif, mais effectivement aussi tout ce qui est circulation routière ou poids lourd, comment fonctionne le transport public. Et il faut réussir à mettre un peu tout ça en parallèle. On travaille avec toutes ces couches et on travaille avec des profils de voirie qui sont parfois assez contraignantes et compliquées, comme dans toutes les communes, où on peut avoir un partage de l'espace qui n'est pas forcément évident, où on ne sait pas mettre tous les modes de déplacement forcément de manière sécurisée ou de confortable, où il y a parfois des choix, des arbitrages à faire. Mais voilà, le but est vraiment de venir un peu tout superposer et d'avoir quelque chose de cohérent et de lisible. C'est de savoir où on met les priorités, quel mode de transport est prioritaire sur telle section et comment on aménage au mieux pour que ce soit sécurisé et favoriser tous les modes de déplacement tels qu'ils soient. Donc on n'est pas là pour venir avantager l'un ou l'autre, mais le but est vraiment de pouvoir permettre à tout un chacun de se déplacer selon ses possibilités ou ses envies aussi, et pour avoir des modes de déplacement peut-être parfois les plus pertinents selon l'objectif. Et bien sûr, avec un grand côté de sécurité nouveau. La sécurité routière reste toujours un des points forcément forts, que l'on soit piéton, cycliste ou automobiliste. La sécurité routière reste un des points importants d'un plan de mobilité. Donc maintenant, je vais passer la parole à Florence Vandy, qui va vous présenter tous les différents éléments que vous pourrez retrouver dans le rapport concernant les espaces publics, la mobilité piétonne et ensuite aussi tout ce qui est réseau cyclable. Si on se focalise sur la mobilité piétonne,
on sait que techniquement et financièrement, c'est impossible de construire ou de rénover des trottoirs ou de placer des traversées sécurisées sur chacune des rues du territoire. Il faut par conséquent se concentrer sur des actions prioritaires, sur des axes structurants où on note la présence d'un flux plus important de piétons et de pôles d'intérêt. Alors, plusieurs critères sont pris en compte pour pouvoir juger du confort et de la sécurité des itinéraires piétons. Il y a premièrement la caractéristique des trottoirs, à savoir sa largeur, éventuellement s'il y a un dévers, donc c'est-à-dire une petite pente latérale, éventuellement s'assurer qu'il y a la présence d'une ligne de guidage pour les personnes malvoyantes. On va aussi se concentrer sur la présence d'obstacles entravant la circulation, un pot de fleurs, un poteau d'éclairage qui est mal positionné et qui empêche de passer, notamment pour les personnes à mobilité réduite, soit en chaise roulante, mais aussi avec une poussette et un enfant. Et ensuite, le troisième point, c'est la conformité des traversées, le fait qu'il y ait des marquages au sol, la largeur réglementaire, mais également des dalles podotactiles et un abaissement du trottoir qui est très importante pour les personnes à mobilité réduite. Le maître mot est effectivement l'accessibilité à tous. Une analyse spécifique du réseau piéton de Bref a été réalisée. Alors vous avez sur la gauche de l'écran la partie nord de Bref et sur la droite de l'écran la partie sud de Bref. Alors, au niveau des trottoirs, 4 catégories ont été distinguées. Le bon état des trottoirs, donc un trottoir assez large, assez confortable, avec un bon revêtement. L'état moyen, lorsque la largeur est insuffisante et ou le revêtement de qualité moyenne. Lorsqu'on a uniquement un accotement, avec des zones enherbées par exemple, ou alors l'absence de trottoir, c'est quand le front de voirie arrive à même la zone asphaltée de la route et on n'a pas forcément la possibilité d'aménager un trottoir. Ensuite, on a fait une analyse de la continuité de ces aménagements et on a mis en évidence avec un liseré jaune les endroits où il était nécessaire pour avoir une continuité de créer des trottoirs. Donc c'est pas toujours nécessaire de créer des trottoirs des deux côtés, donc ça dépend effectivement de la zone qui est urbanisée par exemple. Et donc vous voyez, on essaie de créer des liens entre les zones qui sont bien desservies avec des trottoirs de bonne qualité et des zones qui le sont moins. En plus de ce liseré jaune, vous avez des petits points noirs qui, eux, matérialisent les traversées piétonnes qu'il faut ajouter. Ici, vous en avez 4 sur le territoire dans la partie nord et vous en avez 2 dans la partie sud du territoire. Alors, cette thématique piétonne, elle est également abordée dans la suite de la présentation, encore à Bref, en lien avec la thématique cyclable également, dans le centre de Falais. Donc, vous verrez ça par la suite également. Nous allons maintenant aborder la thématique du réseau cyclable. C'est une thématique à le vent en poupe avec notamment un fort déploiement des vélos, notamment lié à la crise sanitaire que nous traversons. Alors, de multiples réflexions ont déjà été menées par la commune et notamment par la CLDR, la Commission locale de développement rural, mais également dans le cadre du développement du réseau cyclable à Pointe-Neuve. Alors, vous voyez ici la carte du réseau cyclable de Bref qui compte plus de 70 km de voiries, chemins, ravels. Donc la particularité en fait sur le territoire, c'est qu'on a le ravel qui constitue une véritable ossature pour les déplacements des modes actifs et qui traverse le territoire du nord au sud et qui dessert une partie des villages. Pour les villages qui sont un petit peu plus décentrés, le réseau prévoit en fait des liaisons depuis ces villages vers le ravel. Alors la particularité du réseau brévois, c'est qu'en fait il est en grande partie, donc près de 45% du réseau est constitué du ravel et de voies vertes, qu'elles soient lisses ou irrégulières. Les irrégulières sont très peu représentées au final, donc on a beaucoup de chemins réservés, et donc c'est vraiment une force de pouvoir trouver des itinéraires sécurisés pour les vélos. L'autre partie du réseau, celle qui apparaît en rose, donc ce sont des voiries. Généralement, ce sont des voiries locales. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours en sécurité parce qu'on peut se retrouver sur des voiries locales qui ont une faible fréquentation en véhicules motorisés, mais des véhicules qui peuvent rouler vite. Et donc, il faut trouver des aménagements qui puissent sécuriser le déplacement des cyclistes et pouvoir inciter à la pratique du vélo. Le choix de l'aménagement sur ces itinéraires cyclables va dépendre d'un certain nombre de critères. Il y aura les flux de circulation,
les vitesses pratiquées, la hiérarchie du réseau, la largeur disponible, le stationnement, le fait qu'il y ait du stationnement en voirie ou pas, la pente, la visibilité et toute une autre série de critères. Donc c'est vraiment une réflexion qui doit être menée au cas par cas. Cependant, on a en fait, vous voyez sur le graphique de droite, un ABAC, en fait, un graphique qui fait le lien entre d'une part la vitesse du trafic en km/h, qui est sur l'axe horizontal, et sur l'axe vertical, le trafic journalier en véhicules par jour. Alors on voit que quand on est en dessous des 30 km/h et en dessous des 3 à 6, même voire 3000, on est d'office en mixité, c'est-à-dire qu'on ne doit pas forcément avoir d'aménagement spécifique. Donc c'est vraiment le partage de l'espace public. Et plus on augmente la vitesse de circulation, plus on se retrouve dans une position intermédiaire entre la séparation physique qu'on préconise à partir de 70 km/h et la mixité. Et donc à un moment donné, il va falloir trancher parce qu'on est souvent effectivement dans des zones 50 où là on se pose la question de savoir quel type d'aménagement on va choisir. Alors, les exemples d'aménagement, vous avez forcément la mixité, donc ça c'est quand on est dans les traversées de village. Vous avez des bandes cyclables suggérées, des pistes cyclables marquées, séparées, des trottoirs mixtes. On a vraiment toute une panoplie de choses. Donc les F99, c'est les chemins réservés, ce sont les panneaux bleus que vous avez beaucoup sur le territoire. On a des rues cyclables également, c'est des rues sur lesquelles le vélo est prioritaire et prend sa place au milieu de la rue. On a des aménagements de modération de la vitesse, avec la mise en place de plateaux, de zones un peu colorées, ou de chicanes avec des zones de stationnement qui sont aménagées. On sécurise les carrefours, vraiment les carrefours sont importants pour la sécurité des usagers actifs. Et donc on peut, dans ce cas-là, si on ne veut pas investir trop au point de départ, c'est aussi faire des tests avec des aménagements temporaires. C'est vraiment une bonne solution pour voir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Alors, à la demande de la commune, on a fait un focus, en tout cas sur la partie nord du territoire, de manière à pouvoir travailler plus spécifiquement sur les réseaux qui permettent de connecter ces villages, donc ceux de Tourine, Brève, Latine, Villan-SB, Sipley et Avennes, entre eux et avec le Ravel. Et donc pour chacune des liaisons, vous voyez une catégorie, donc il y a les voies vertes qui apparaissent en vert avec des voies vertes en béton, en bibande. Concernant les voiries, on propose en fait d'appliquer des chevrons au sol pour pouvoir guider les utilisateurs. Cependant, l'application de ces chevrons doit être faite au cas par cas, c'est-à-dire que sur des zones où on a du stationnement en voirie, le fait de mettre des chevrons ne sera pas pertinent parce qu'ils seront systématiquement cachés par les voitures qui sont stationnées, donc ça n'a pas beaucoup de sens. Et puis on repère aussi un axe fort entre Brève et le Ravel, pour lesquels la commune a d'ailleurs obtenu des subsides pour faire des aménagements qu'on proposait de matérialiser par un trottoir partagé, donc un trottoir mixte entre les piétons et les cyclistes. Alors pour chacun des villages, une carte de synthèse des principales actions à mettre en œuvre pour sécuriser, formaliser le réseau cyclable a été réalisée. Au niveau de Tourine, nous pouvons signaler effectivement la proposition d'aménager un chemin réservé, donc F99C, sur la rue des Mers pour faire la connexion avec le chemin Colomb, de mettre la rue des Trix également en chemin réservé dans sa partie sud pour éviter de nouveau ces effets de transit vers le chemin réservé qui mène vers le sud-ouest, et d'aménager les carrefours du centre de Tourine pour plus de sécurité, donc ça veut dire des fois rétrécir un peu l'espace de circulation pour éviter des vitesses inadaptées. Alors au niveau de Brève, on a quand même pas mal de propositions. Alors si on commence dans la partie sud, au niveau de la rue du Tombu, donc là c'est un chemin sans issue qui mène donc à un chemin réservé. Donc on préconise de changer le panneau et de mettre un F45B qui signale que c'est un chemin sans issue, sauf pour les vélos et pour les piétons. Après, ensuite, quand on remonte un peu plus vers le sud, on a évidemment l'itinéraire fort qui a été identifié entre le Ravel et le centre de Brève, donc le chemin du Via, où il est proposé de faire un trottoir mixte, donc un D10, un espace partagé entre les piétons et les cyclistes. Il est proposé d'ajouter des sens uniques limités, donc SUL, sur les voiries du centre.
Ensuite, quand on repart un petit peu plus au nord, c'est évidemment en fonction des itinéraires qui sont préconisés, soit le chemin de Lotia, soit la rue Cornuchamp. Voilà, on voit qu'on a une alternative. Pour les gens qui souhaitent aller plus vite, ils vont continuer tout droit. D'autres qui vont chercher un petit peu plus de tranquillité et ils vont passer sur le chemin de Lotia. Et après, le chemin à aménager qui permet de faire la connexion, de croiser la chaussée de Tirlemont et de faire la connexion avec le chemin agricole au nord. Il faut évidemment prendre des mesures pour sécuriser l'entrée de Brève. Ces mesures vous seront expliquées un peu plus loin, et notamment, en tout cas, de sécuriser sur cette portion-là les piétons, les cyclistes, mais également donc mettre des infrastructures pour les sécuriser, mais également réduire la vitesse de circulation, donc étendre la zone d'agglomération, donc la 50 km/h, un petit peu plus loin par rapport à ce qui est autorisé aujourd'hui. Au niveau de la TIN, on va se focaliser sur 3 voiries spécifiques. Alors la rue du Pont, c'est une voirie qui est hors agglomération. Donc on préconise de mettre une voie centrale banalisée, de tester cette voie centrale banalisée. On remarque effectivement qu'il y a le pont qui constitue un petit peu un point dur, un rétrécissement au niveau de la chaussée, mais c'est vraiment important parce qu'on vient se connecter au niveau du Ravel. Sur la rue du Centre, c'est une voirie qui est déjà réaménagée, avec des mixités des modes de transport et des marquages au sol. Des ralentissements doivent néanmoins être prévus et on propose de formaliser en fait le stationnement pour induire des effets de chicane qui vont faire ralentir les véhicules. Et sur la rue du Centre, mais côté nord, on va dire, là on préconise effectivement d'aménager un trottoir mixte au nord de la voirie et de mettre des chevrons au sud de la voirie, comme c'est mentionné sur la petite figure en bas à droite. Au niveau de Ville-en-SB, le chemin finalement le plus direct pour pouvoir rejoindre Sipley, c'est celui qui emprunte la rue Joseph Waters et qui passe par le chemin numéro 13, donc on a mis comme chemin réaménagé. Actuellement c'est un chemin agricole qui n'est pas praticable pour le vélo, c'est-à-dire que si avec un VTT, mais pas praticable pour l'ensemble des vélos. Or, dans un réseau cyclable, on réfléchit pour l'ensemble des cyclistes, tout vélo confondu. Donc on préconise d'aménager ce chemin de manière à relier à la rue de Sipley et aux autres chemins agricoles qui sont plus à l'ouest. Une des alternatives à cet itinéraire de la rue Joseph Waters et du chemin serait de passer par la rue du Bolan et par la rue de Sipley, donc qui apparaît en orange, qui est un peu moins adapté parce qu'il engendre un petit peu plus de détours et les vitesses de circulation sur la rue de Sipley sont plus importantes parce qu'on est en dehors d'une zone qui est urbanisée. Pour le village de Aven, donc, les aménagements préconisés concernent essentiellement donc, la rue de la Sucrerie. Dans la partie sud de la rue de la Sucrerie, à court terme, on préconise effectivement de faire un marquage au sol avec une voie centrale banalisée, alors que dans la partie nord, on a effectivement plusieurs points durs et peu d'accotements. Des trottoirs sont évidemment envisageables pour sécuriser le piéton, et alors que le vélo, lui, prendra évidemment sa place en voirie. Le carrefour au nord, il est préconisé de l'aménager tel que c'est présenté dans la figure en haut à droite, avec des chevrons au sol et l'aménagement de petits îlots qui permettent de resserrer un peu la voirie et d'éviter que les voitures ne circulent trop rapidement. Alors, au niveau de Sipley, sur l'axe rue Jean Jaurès, il est préconisé de mettre la voirie en circulation locale et d'accompagner cette mesure spécifique par la pose de ralentisseurs dans le but de dissuader le trafic de transit. Il est également recommandé d'accompagner cette mesure avec des marquages au sol de manière à bien identifier le réseau cyclable et de sécuriser le carrefour qui, en l'état, manque de lisibilité et de visibilité pour les piétons et les cyclistes. Au niveau de la rue de Voie, c'est une voirie qui est assez étroite. Donc la partie proche de la rue Chabot en fait donne accès à la crèche et à l'école. Donc cette partie-là, elle est maintenue à double sens pour pouvoir permettre justement cette accessibilité locale. Mais il est proposé de mettre la partie plus au sud de cette voirie en sens unique, limité, afin de laisser plus de place pour les croisements avec les cyclistes et ne pas les mettre en difficulté.
ce qui implique de faire une petite boucle de circulation avec la rue du presbytère. Donc c'est une petite contrainte locale pour les habitants, mais c'est moins contraignant de faire cette petite boucle pour les véhicules motorisés que pour les vélos. Donc jusqu'à présent, on a parlé beaucoup des aménagements. Or, la mise en place d'une politique cyclable, ce n'est pas que des aménagements. C'est évidemment aussi du stationnement. C'est aussi de la sensibilisation auprès des écoles, la communication, on communique sur le réseau, on organise des événements pour pouvoir finalement arriver à mettre les gens en selle et les convaincre de passer à ce mode de déplacement alternatif. C'est aussi du balisage, c'est aussi du développement du vélo à assistance électrique, comme vous le voyez ici. Alors en matière de stationnement, on préconise deux types de stationnement à Brève en tout cas. Ce sont des arceaux vélos, comme vous voyez sur la première image avec la voiture rouge. C'est des aménagements pour du stationnement de courte durée. Il faut compléter l'offre existante le long du Ravel, dans les traversées de village et plus spécifiquement aux lieux touristiques de la commune, le château de Falais, le château de Fumal, la cour de justice d'Osdan par exemple. Au niveau des abris vélos, là on est sur du stationnement moyenne durée. Il faut préconiser ce type d'aménagement au niveau des halls sportifs par exemple, ou à côté des principaux arrêts de transport en commun. Le transport en commun, voilà ce chapitre un peu plus complexe et ce qu'on appelle aussi les IMRA, donc les initiatives de mobilité rurale alternative. Voilà, c'est un acronyme, hein, c'est pour voir un peu quel mode de transport, en tout cas collectif, quelles alternatives on peut trouver en milieu rural. Donc c'est un chapitre qui reprend ces différents éléments. Alors, le transport public, le TEC, bon, il faut savoir que forcément c'est une thématique sur laquelle la commune a peu de levier. Donc il y a beaucoup de discussions qui ont eu lieu, notamment ces dernières années par rapport à certaines faiblesses, hein, parce que vous avez un réseau qui est quand même assez présent, qui passe par une grande majorité des villages de la commune. Bien sûr, ce sont des réseaux à vocation pour la plupart, on va dire, essentiellement scolaires, comme souvent pour le TEC. Donc on est avec des fréquences, des fréquences le matin, l'après-midi, mais pas toujours des fréquences très fortes, hein. On est vraiment avec des horaires très ciblés et un public très ciblé. La grande faiblesse qui avait été mise en avant dès la première phase du PCM, c'est bien sûr le manque de liaison, notamment vers Warem, qui est un des grands pôles, on va dire, que ce soit pour scolaire ou pour le travail, pour les habitants de Brève. Et donc on a un peu cette fracture, comme on peut le voir sur l'image, hein, à Brève, où on a une ligne de bus qui permet d'aller à Warem et qui est du côté de Tourine, et puis tout le reste du réseau TEC est vraiment de l'autre côté, sur la plus grande partie de la commune, hein, du côté sud. Et on a vraiment cette fracture hein, qui passe par cette voie régionale, qui vient couper la commune en deux parties, entre guillemets. Alors, il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de changements ces dernières années au niveau du TEC, hein. Toutes les directions, notamment, il y avait plusieurs directions TEC en région wallonne, ont fusionné. Maintenant, il y a une autorité organisatrice du transport qui s'est mise en place à un niveau supérieur. Et donc, tous les réseaux TEC sont remis à plat et sont réétudiés depuis maintenant 1 an. C'est en cours, hein, ça va mettre plusieurs années, bien sûr, hein, où ils vont s'attaquer à différentes zones petit à petit de la région. Et donc ça permet quand même de remettre ce réseau à plat. Donc c'est un élément important pour la commune parce que forcément il va falloir y être attentif. La commune va être invitée à un moment à discuter, à des réunions de travail et à pouvoir peut-être défendre un certain réseau sur sa commune. Mais entre-temps, il y a quand même déjà des éléments qui ont avancé, notamment un projet de ligne express qui est assez importante pour la commune. C'est quelque chose qui va vraiment sortir de terre d'ici peu. Une ligne express qui va permettre justement de rejoindre ce pôle important qu'est Warem, hein, comme je l'ai dit, que ce soit pour les scolaires, les travailleurs ou même pour la gare, hein. Donc on aura cette ligne assez directe qui va pas. C'est une ligne qui ne va pas, bien sûr, passer par les villages, qui ne va pas faire 20 000 détours, qui va vraiment suivre notamment la voirie régionale, parce qu'il faut que ce soit une ligne assez efficace, avec, pour le coup, plutôt un public de travailleurs qui est ciblé, c'est-à-dire vraiment quelque chose de rapide et d'assez fréquent. Et donc, cette ligne, elle passerait sur le territoire de Brève, avec 2 arrêts. Elle aurait une liaison par heure, en tout cas en semaine, dans les 2 sens, avec sur une période quand même assez large en journée, hein, de 6h à 20h. Et on garderait quand même un minimum de liaison aussi le samedi. Mais pas de passage le dimanche par contre pour l'instant, on est prévu. Alors les arrêts
Donc les arrêts, nous en avons 2 sur le territoire, comme je disais. Il y en a un du côté vraiment de l'entrée Brève, l'autre du côté Sipley. Alors le premier, il se trouve vraiment en entrée, hein, sur l'entrée du territoire, hein, si vous visualisez bien ce rond-point sur la N64, où on a quelques commerces et parkings comme ça le long de la N64. Et ben, il y aura un premier arrêt à cet endroit-là, un peu excentré du centre, mais il permet quand même, via un cheminement un peu sécurisé, tel qu'on le propose par la suite, vous verrez dans le rapport, d'atteindre ces arrêts, qu'on soit piéton ou cycliste, de manière un peu sécurisée et facile depuis le centre. Mais l'espace permet aussi de faire de la zone de dépose, tout simplement. Il faut savoir qu'on est quand même sur une ligne de transport assez structurante, hein, qui permet vraiment de rejoindre les grands pôles que sont Waremme, Namur. Donc on fonctionne presque comme pour une gare, et donc la dépose reste vraiment un élément intéressant. Dépose reprise, que ce soit pour des étudiants ou des travailleurs. Mais l'espace à cet endroit à Brève, avec les parkings sur le pourtour, permettrait aussi de mutualiser peut-être une partie des espaces pour en faire vraiment ce qu'on appelle un P plus R, hein, donc une zone de parking qui permettrait de faire du délestage, de laisser son véhicule là et de prendre le bus pour rejoindre le pôle. Donc voilà, il y a plusieurs manières d'utiliser un peu ce pôle tech, on va dire, en entrée de ville. L'autre arrêt se trouve sur la N80, en bordure de Sipley. Alors là aussi, il y a un travail à faire, bien sûr, sur la sécurisation, hein, de la traversée de cette rue de Namur, depuis Sipley, sur le cheminement piéton pour rejoindre l'arrêt, pour vraiment permettre aux personnes habitant Sipley de rejoindre l'arrêt de façon sécurisée. Et une zone de dépose devrait être organisée, donc on a un peu des accotements qui permettraient voilà, d'organiser, de sécuriser un minimum aussi une zone de dépose reprise, comme on le ferait sur l'entrée Brève. Par contre, on n'a clairement pas la place ici pour faire ce qu'on appelle le P plus R, hein. On n'a pas vraiment de zone de stationnement qu'on pourrait dédier à ça, on n'a pas les emplacements ni le profil pour cela. Donc on serait vraiment plus sur un accès, on va dire, cheminement mode actif et sur la zone de dépose pour cet arrêt. Alors les IMRA, hein, j'en parlais en intro, donc ce sont toutes ces initiatives qu'on peut retrouver en milieu rural, hein, pour venir un petit peu justement parfois compenser le manque de transport public ou faciliter certains types de déplacements, que ce soit de type médicalisé, que ce soit pour des personnes moins autonomes, que ce soit des personnes plus âgées, des adolescents, voilà, ou des personnes qui n'ont pas la possibilité d'avoir un véhicule public un peu plus précarisé aussi parfois ou isolé. Donc voilà, nombreuses initiatives existent, hein, déjà en région wallonne et dans les différentes communes, que ce soit les taxis sociaux et autres éléments. Ce qui est très important à savoir, c'est qu'il va y avoir vraiment des coordinations qui vont se mettre en place. Il y en a déjà 2 qui ont démarré en région wallonne, dont une déjà depuis quelques années qui s'appelle Mobile SM, comme vous pouvez voir ici sur la DIA, qui est sur le territoire de l'Antre, Sambre-et-Meuse, hein, du côté de Couvin-Chimay. Voilà, ces coordinations sont très importantes parce qu'elles permettent de coordonner vraiment un peu tous ces services locaux, d'essayer de les mutualiser, de faire des économies d'échelle entre les communes aussi, parce qu'une commune seule a souvent du mal à mettre en place des services et c'est très vite coûteux et avec un public assez restreint. Donc on essaie vraiment d'étendre toujours ça à plusieurs communes. Le but de ces coordinations, ce serait vraiment de réunir 8, 10, 12, 14 communes selon les endroits. Et voilà, et d'avoir un peu ce service, de développer de nouveaux services. Donc tout ça est vraiment voilà, en cours de développement. La région a vraiment mis tout un plan d'action par rapport à ça. Donc il y a une coordination territoriale qui devrait arriver sur le territoire et sur le pourtour de Brève, qui sera chapeautée par une coordination régionale au niveau du SPW. Et donc vous verrez, hein, de nouveau, voilà. Ce sont des choses sur lesquelles, pour l'instant, la commune ne peut pas encore beaucoup interagir, mais qu'il faut vraiment tenir à l'œil parce que ça va arriver. La commune pourra participer à ça, pourra donner aussi son avis et des éléments d'idées pour le développement de cette coordination territoriale. Donc c'est bon à savoir. Et pour vous, en tant que citoyen, sachez aussi, voilà, comme on dit, dans le pipe, ça va arriver. Et donc ça vous permettra quand même d'avoir encore d'autres types d'opportunités de déplacement. Alors le covoiturage, justement, quand on parle d'initiatives un peu autres, hein, de mobilité, bah, le covoiturage en fait partie depuis longtemps, hein. C'est une vieille thématique dont on sait qu'elle a toujours un très gros potentiel, parce qu'elle est encore fort sous-exploitée, même si c'est connu depuis 40, 50, 60 ans, que beaucoup de publicité a déjà eu lieu, que voilà, hein, il y a des plateformes très connues comme Taxi Stop, qui s'appelle maintenant Carpool.be. Voilà, plein d'éléments, mais quand même toujours encore un petit peu sous-estimé. Ouais. Et voilà, potentiel vraiment à essayer d'exploiter. Alors de différentes manières, hein, par la mise en place d'infrastructures,
Mais bon, là, on parle souvent d'axes très importants, hein, d'axes très structurants de type gros autoroute ou voirie régionale vraiment de gros gabarit, où on viendrait implanter un grand parking pour inciter le covoitureur. Ici, on n'est pas trop dans ce cas, hein, sur le territoire de Brève, on est sur quelque chose de plus local. Il y a un parking covoiturage un peu local qui a déjà été aménagé, hein, du côté de Fallais. Donc je pense que des petits parkings comme ça, pour faciliter le covoiturage, surtout au départ des villages, ça peut être intéressant sur de la mutualisation. On va pas, je pense qu'il faut plus aller créer de nouvelles surfaces qui sont parfois assez coûteuses, mais il y a moyen de mutualiser des parkings existants, que ce soit de centres sportifs, de salles communales et autres, qu'on pourrait valoriser pour ce qu'on appelle faire des parkings common, covoiturage en région wallonne, qui viendraient vraiment profiter de tous ces petits parkings locaux et pour promouvoir vraiment cette pratique de covoiturage. Alors, Covatstop, on n'est plus vraiment sur du covoiturage, mais c'est une initiative qui a été lancée sur la commune il y a maintenant un peu plus d'1 an, je pense, mais qui est plutôt sous une forme d'autostop organisé. Donc voilà, on doit s'inscrire pour être conducteur et avoir une sorte de garantie, en tout cas de la personne qui fait cet autostop. De même, il y a des panneaux qui sont installés avec des autostoppeurs qui sont intéressés, qui se mettent à ces endroits, qui sont vraiment dédiés à l'autostop. Voilà, c'est vraiment de l'autostop structuré, organisé et un peu sécurisé, parce que voilà, on est censé s'inscrire et on est censé savoir avec qui on monte en voiture notamment. Voilà, c'est une démarche qui est toujours intéressante, qui existe depuis plusieurs années, hein, qui avait démarré notamment dans le Brabant wallon il y a quelques années. Voilà, l'initiative est compréhensible, intéressante, elle est difficile à mettre en œuvre parce que ça reste quand même au final que de l'autostop, donc voilà, ça touche un public qui est prêt à se mettre à un point donné et à attendre un passage et une personne qui serait prête à les prendre. Donc il y a toujours cette incertitude de l'autostop, forcément. Donc voilà, c'est un élément parmi d'autres qui n'est pas le plus structurant ni le plus facile à mettre en place, mais voilà, il a le mérite d'exister. Alors l'autopartage, autre thématique un petit peu quand je parle d'Imra, euh, peut-être un peu plus méconnu sur votre territoire, mais qui est très présent un peu plus en milieu urbain pour l'instant, notamment via Cambio, hein. On est vraiment sur de l'autopartage très structurant, hein. C'est du partage de véhicules en station Cambio, qui passe via une plateforme sur site web ou via une application téléphone et on peut réserver à la demi-heure, à l'heure un véhicule ou sur une journée, une après-midi, peu importe, et qui est de plus en plus utilisé, notamment par les familles qui ont besoin d'un deuxième véhicule en appoint, par les personnes qui ne veulent plus avoir de voiture mais qui veulent avoir accès à un véhicule une fois, 2 fois semaine pour aller faire des courses ou pour certains types de déplacements. Donc ça répond vraiment à un vrai besoin, ça permet à certaines personnes de compenser ce manque de véhicule ou de se débarrasser d'un véhicule par choix ou par raison économique, hein. Il faut savoir que quand même un véhicule coûte très cher, hein. Entre l'achat, les assurances, l'entretien, l'essence, en moyenne, on considère toujours qu'un véhicule coûte à un ménage entre 4 à 700 euros par mois. Donc voilà, ce sont des coûts vraiment non négligeables. Bon, le problème d'une station très structurante de type Cambio, c'est qu'il faut quand même une forte densité et voilà, il faut une demande qui soit assez présente pour que Cambio vienne installer sa station. Donc on n'est pas encore dans ce cas pour le territoire de Brève, c'est un peu trop structurant. Par contre, ce qui se développe énormément, c'est de l'autopartage entre particuliers. Et là, de nouveau, comme je disais, là, au niveau économique, ça devient très intéressant parce qu'il y a plein de personnes cherchent à valoriser un petit peu plus leur véhicule, à ce que ça leur coûte moins cher et donc à pouvoir le partager. Et donc là, c'est vraiment des pratiques qui sont en train vraiment de se développer énormément en milieu rural via différentes plateformes, hein. Voilà, il y a CozyStop, il y a GetAround et alors Weeby qui est une start-up du Brabant wallon, donc belge, qui s'est fortement développée et qu'on retrouve un peu partout maintenant en région wallonne. Il y a une voiture Weeby notamment sur Brève, hein, si vous voyez sur la carte, ça veut dire qu'il y a déjà une personne qui a mis son véhicule, en tout cas en partage. Voilà, ça c'est le genre par contre de démarche qui est très intéressante. C'est des démarches qui ne demandent pas vraiment de l'investissement, qui ne demandent pas grand-chose à la commune, hein, parce que c'est pas dans les mains de la commune, à part d'en faire de la promotion, de la communication, d'avoir un contact régulier avec ses fournisseurs et d'essayer voilà, de partager l'info avec la population et de développer petit à petit cette démarche.
Alors la sécurité routière, donc comme je vous le disais, bien sûr, ça reste un des éléments assez présents, hein, dans ce plan de mobilité, parce que de nouveau, on touche à tous les modes de transport, comme je le disais, les modes actifs ou les automobilistes. Donc, oui, on parle de sécurisation de cheminement, on parle de vitesse, on parle, voilà, de tout ce respect, parfois d'incivilités qui sont parfois difficiles à contrôler. Alors, on a trop d'abord un petit mot sur les zones 30, parce que voilà, ça reste un des éléments importants qui se développe énormément partout maintenant en Europe, en Belgique, en Flandre, à Bruxelles et de plus en plus en région wallonne aussi. Donc ce concept zone 30 que vous connaissez bien pour l'instant sur des petites sections qui sont parfois du mal à faire, où on a parfois du mal à faire respecter les choses, hein, surtout en abord d'école. Hein. Voilà, la région wallonne a beaucoup investi pour sécuriser les abords d'école. Après les zones 30, vous les retrouvez dans certains centres ou sur certains endroits vraiment très très ponctuels. Là, la politique maintenant voudrait aller vers quelque chose de plus efficace, plus structurant, c'est-à-dire de fonctionner plus en village 30 km/h ou en quartier 30 km/h, car voilà, il y a énormément d'avantages à pouvoir vraiment maîtriser ces vitesses. Parce que d'un côté, bien sûr, un pur avantage de sécurité routière, hein, vous le savez, on en parle beaucoup qu'à 30 km/h, c'est beaucoup plus sécurisant pour les piétons, pour les cyclistes, que ce soit pour les impacts, pour les accidents, les distances de freinage. Donc on a vraiment de grosses différences au niveau sécurité routière entre 50 et 30 km/h. Et puis aussi au niveau des nuisances, tout simplement, quand on parle de qualité de vie dans les quartiers, voilà, de pouvoir se déplacer de manière sécurisée, mais sans trop de nuisances, nuisances de l'air, mais surtout de nuisances sonores aussi, parce que voilà, les vitesses excessives, c'est aussi énormément de nuisances sonores ou vibratoires. Alors il y a beaucoup d'outils qui sont disponibles hein, pour maîtriser ces vitesses. Donc, vous verrez dans le rapport qu'on voilà, on aborde un peu tous ces outils, on explique un peu comment ils fonctionnent. Chaque outil a un petit peu ses spécificités, hein, parce qu'il faut, voilà, on ne peut pas mettre n'importe quel outil à n'importe quel endroit. Les outils, on les parcourra rapidement juste après, hein, que ce soit les coussins, les plateaux, les chicanes, etc. Il faut savoir que, voilà, selon le type de trafic, la quantité de trafic, le type de trafic, est-ce qu'il y a du charroi lourd, est-ce qu'il y a des bus, est-ce qu'il y a du charroi agricole, est-ce qu'il faut faire passer des vélos, voilà, tous ces éléments sont pris en compte pour essayer de choisir au mieux l'élément et en tout cas la méthode à mettre en place pour maîtriser ces vitesses. Et bien sûr, autre possibilité qui reste toujours assez présente, ce sont les radars, un radar préventif qui existe de plus en plus et que vous avez sûrement vu, qui permet vraiment de maîtriser les vitesses de façon assez efficace. Voilà, toutes les études ont montré que les radars préventifs permettaient vraiment de réduire les vitesses sur des portions de rue ou en approche en tout cas de lieux un peu plus insécurisants. Et puis sur les axes plus structurants, là où on a vraiment un point noir à sécuriser, le radar répressif reste toujours une solution. Bon, on reste vraiment là sur, on va dire, des sections très structurantes. Hein. Et parce qu'un radar va toujours sécuriser un point très précis, ne va pas fonctionner sur toute une traversée de village, par exemple. Alors dans ces différents outils dont je parlais, bien sûr, il y a le coussin berlinois que vous connaissez peut-être, voilà, qui est très efficace pour voilà, freiner sur une section de voirie, qui permet le passage de bus, de charroi agricole, de vélos, ça ce sont les avantages. Des avantages, souvent, c'est plutôt le côté sonore et vibratoire du freinage sur le coussin. C'est pour ça qu'on essaie toujours un peu de le mettre un peu plus en amont des habitations. Donc voilà, c'est un outil parmi d'autres qui a son efficacité et qu'il faut bien localiser. De même, voilà, le fameux plateau hein, qui permet aussi de sécuriser des traversées piétonnes, très intéressant hein, pour les traverser ou à mettre à certains endroits. Mais donc on va plutôt fonctionner le plateau maintenant à l'heure actuelle, on travaille vraiment pour sécurisation de carrefour ou de traversées. Les dodanes, ça existe de moins en moins. Vous en trouverez peut-être encore, hein, parce que voilà, on l'utilise pas quand on a du passage vélo, qu'on a un passage bus ou de charroi agricole, ça on évite. On mettra plutôt ça alors dans des voiries très locales, hein, mais voilà, c'est des choses un peu plus agressives et qu'on essaie d'éviter souvent maintenant. Les rétrécissements, vous en avez déjà sur la commune aussi, hein, vous voyez ce que c'est. Donc, on rétrécit d'un côté de la voirie ou des deux côtés de la voirie pour réduire vraiment visuellement l'effet et obliger les véhicules à ralentir. Donc, on peut fonctionner avec un seul rétrécissement, on peut fonctionner avec des chicanes, on peut fonctionner aussi avec un céder le passage en entrée, notamment en entrée du village. Donc, ça reste aussi dans les méthodes fortement utilisées parce que permet de laisser passer tout type de véhicule et à une certaine efficacité sur la vitesse. Alors vous verrez dans le rapport qu'on a travaillé sur chaque village.
Donc pour chaque village, vous pourrez trouver une carte qui reprend les vitesses qui sont préconisées. Euh, Quelle voirie on aimerait bien faire passer petit à petit en zone 30, notamment pour faciliter les déplacements cyclables. Comment on traite les effets de porte, hein, ces entrées de village qui sont souvent mises en avant. Hein, comment marquer un peu ce passage entre une voirie qui est souvent voilà, dans la campagne, sans habitation, où les gens ont tendance à rouler vite à du 90 ou à du 70 km/h, et bien marquer l'entrée en village et dire voilà, maintenant il faut ralentir, maintenant on va croiser des habitants, des piétons. Donc vous verrez donc pour chaque village un peu comment on traite ces effets de porte. Plusieurs voiries ont été mis en avant aussi suite à des contrôles. Hein. Il y a eu des contrôles de vitesse à toute une série d'endroits sur la commune. Et donc il y a 2-3 endroits, que ce soit à Falais, Ville-en-Esbé ou Sipley notamment, où on a vraiment des excès de vitesse, enfin des vitesses pratiquées très élevées qui ont été répertoriées et donc sur lesquelles on fait aussi des propositions. Alors vous voyez ici à gauche notamment les villages de Sipley et de Haven où vous pouvez voir un petit peu les vitesses et les effets de porte et ce qu'on peut proposer. De même ici vous avez Fumal et Latine, hein, donc vous verrez. Tous les villages ont été traités et vous verrez qu'on met des illustrations ou des esquisses pour expliciter comment on traiterait ces effets de porte, en tout cas pour maîtriser les vitesses. Ici, vous avez l'exemple, par exemple, de chicane, comme je vous disais auparavant, hein, avec des rétrécissements. Donc une triple chicane qui est assez efficace et qui permet quand même un passage de charroi agricole, parce qu'il faut, voilà, il y a des distances à respecter pour permettre ce type de charroi. Ici, la photo en bas, on voit un rétrécissement beaucoup plus agressif, qui est beaucoup plus efficace, on va dire. Efficace, on a le coussin, on a le cédé le passage, il n'y a qu'un seul véhicule qui peut passer. Par contre, voilà, c'est possible, ça permet encore le passage bus, mais voilà, ça c'est un type d'aménagement. Par contre, si on a vraiment du charroi agricole qui passe régulièrement par là, ça c'est un aménagement par contre à éviter. Alors maintenant, on va parler plutôt on va dire, d'actions plus localisées. Hein. On a travaillé à différents endroits où on a travaillé plutôt de manière globale, hein, de manière transversale, surtout sur l'espace public, la sécurité et les différents modes de transport. Donc on a deux exemples ici dans la présentation qui sont vraiment le traitement du centre de Brève et après on parlera aussi du traitement du centre de Falais. Alors le centre de Brève, bien sûr, regroupe différents enjeux. Hein. Donc vous verrez dans le rapport qu'on a fait un peu ce qu'on appelle un audit piéton. Donc on a fait vraiment une analyse des cheminements piétons et des traversées. Parce que dans le centre de Brève, bien sûr, on retrouve l'administration, on retrouve des écoles, on retrouve une plus grande densité de population. Et donc on a vraiment fait ce travail et montré comment en fait on peut prioriser et montrer un petit peu les faiblesses pour les modes actifs notamment. Florence vous a parlé aussi bien sûr du réseau cyclable et donc de tous les enjeux de la liaison par le centre de Brève depuis le Ravel pour rejoindre Tourine. Et alors il y a aussi cette visibilité d'entrée de ville. Ça veut dire qu'effectivement on arrive via la N64, l'entrée vers Brève, elle est vraiment très peu lisible, hein, à part via un panneau. On est vraiment sur cette chaussée de Tirlemont, hein, qui est cette voie régionale très passante, et où on a du mal à faire des traversées, où on a du mal à avoir des cheminements un peu sécurisés. Donc on a vraiment toute cette approche, voilà, entrée de Brève, traitement du centre. Euh, donc voilà, vous verrez dans le rapport que voilà, bien sûr on a des propositions pour le régime de vitesse, vous avez des esquisses sur le traitement, comment fonctionner depuis le rond-point, comment rendre accessible toute la zone commerçante le long de la RN64 en venant du centre de Brève, comment rendre accessible ce futur arrêt tech, hein, donc on vous a présenté en amont pour cette ligne express qui sera au niveau du rond-point, comment faciliter les traversées aussi cyclables pour rejoindre Tourine et permettre cette continuité cyclable sur la commune. Alors voilà, vous voyez qu'il y a plusieurs propositions, hein, notamment pour traiter les traversées. On joue beaucoup sur des rétrécissements, du marquage, des traversées en deux fois via un îlot. Le marquage vraiment pour montrer vraiment expressément cette entrée vers Brève, comme je le disais, très peu lisible actuellement, et rentrer sur la rue Cornuchon. Alors sur la rue Cornuchon en elle-même, bien sûr, il y a un travail à faire sur les vitesses, donc on a des propositions à ce niveau-là. De nouveau, sur le réaménagement du cheminement piéton et cyclable, qui permet ensuite de rejoindre le centre et chemin de Lotia.
Comment réorganiser le stationnement, parce qu'effectivement, on a beaucoup, comme souvent dans les villages, on a beaucoup de stationnement, ce qu'on appelle un petit peu sauvage, sur les trottoirs, désorganisés, qui ne permettent pas de se déplacer, qui ne permet pas toujours de sécuriser les lieux non plus. Donc voilà, on a des propositions de nouveau de vitesse, de disposition du stationnement sur toute la voirie pour libérer les trottoirs et peut-être à plus long terme aussi un réaménagement vraiment du cheminement pour offrir un peu plus de largeur, ce qui demandera aussi notamment de déplacer l'abri de bus rue Cornuchamp et donc des petites adaptations que vous verrez dans les esquisses du rapport. Donc on a été jusque vraiment dans le centre, le traitement des abords, notamment de l'école, le tir de la sauvegarde, comment organiser la dépose, essayer de sécuriser un peu plus l'abord de cette école. Pour l'instant, on est vraiment sur la voirie, comment améliorer les traversées. Donc vous retrouverez un peu les différentes esquisses et profils également à ce niveau-là. Et la rue du Centre également, où il y a eu un travail un petit peu comme pour la rue Cornuchamp, de comment redéployer le stationnement, comment libérer le trottoir, ce qui permet en même temps de maîtriser les vitesses et de faciliter les déplacements piétons. Donc l'autre exemple, c'est Falais, qu'on trouvait, c'était quand même un bon cas pratique aussi, parce qu'on se retrouve vraiment avec un village comme ça, un petit peu excentré, avec des voiries très locales, avec des profils assez compliqués. Et voilà, c'était un bon exemple de réorganisation un petit peu des circulations, du stationnement et de la vitesse. Donc, comme je vous le disais, vous pouvez le voir, on a des voiries vraiment très étroites avec quasiment pas de trottoirs, certains accotements qui sont accessibles parfois, sur lesquels la plupart du temps on retrouve du stationnement. Donc, beaucoup de difficultés en tout cas à sécuriser et à organiser. Alors, ce qu'on propose vraiment, c'est de fonctionner, disons, via une entrée principale sur le village qui serait via la rue Boline. Ça veut dire que l'entrée via la rue du Chardon serait vraiment en circulation locale, parce qu'on arriverait vraiment sur toutes les petites voiries avec aucune liaison vers d'autres axes structurants. Donc, on garderait vraiment un accès local par cette première entrée et on fonctionnerait avec deux boucles de circulation qui permettraient justement d'éviter tout un trafic qui passerait à travers. Et on réorganise un peu les circulations et ça permet aussi de réorganiser l'espace. On pense aussi que Falais est typiquement le genre de village qui pourrait servir de premier cas pratique, on va dire, pour faire un village 30 km/h. Donc, comme je vous disais, les 30 km/h, pour l'instant, sont souvent appliqués que pour des petites sections, et il serait vraiment intéressant au niveau de la compréhension, de la lisibilité, de l'efficacité de travailler plus sur une zone entière. Et donc le cas de Falais serait assez intéressant dans ce cas-ci. Alors, c'est pas quelque chose qu'il faut imposer comme ça, comme on le dit souvent, il faut pas que ça vienne forcément du haut, mais il faut plutôt que ça vienne du terrain. Donc, c'est en discussion avec les habitants, avec un comité de quartier, voir un petit peu quelle est l'envie et quel est en tout cas l'enthousiasme par rapport à ce genre de projet. Et donc, si on arrive vraiment à avoir un peu d'adhésion du terrain, ben voilà, on peut lancer un peu cette démarche et peut-être lancer Falais comme un village 30 km/h. Et on garderait plus que l'axe principal au nord à 50 km/h. Voilà, ça pourrait être un premier cas pratique sur la commune. Sachez que souvent dans les communes, quand un premier quartier fait ce genre de démarche ou un village fait ce genre de démarche, souvent ça a pas mal de succès et ça finit par donner envie aux autres villages de faire la même chose. Donc il y a un petit effet tache d'huile sur ce genre d'initiative. Et puis bien sûr, certaines voiries, comme vous pouvez voir ici sur la photo, où le profil est tellement étroit et où il n'y a quasiment aucune circulation qui passe, on la passerait même en zone 20 km/h. Ça veut dire que vu qu'on a peu de possibilités pour aménager un trottoir ou du stationnement, on fait un espace de plein pied qui permet d'organiser un peu mieux le profil de la voirie à une vitesse très réduite et donc où les piétons et le mode actif ont quasiment priorité, on va dire. Donc, comme je vous le disais, on organise deux boucles de circulation qui permettent au sein du village de mieux organiser l'espace. Ça veut dire qu'il y aura des poches dévolues, on va dire, au stationnement. Ça permet de libérer un minimum d'espace pour faire du cheminement piéton d'un côté de la voirie ou de l'autre côté de la voirie, ça dépend des endroits et des profils. Alors, certains carrefours doivent être sécurisés, notamment ici, par exemple, carrefour Marie-Thérèse Boline, pour essayer de maîtriser les vitesses. On est sur des carrefours très larges où on n'a pas toujours une très bonne visibilité, où il faut réussir à mieux rediriger l'automobiliste et le conducteur pour une meilleure sécurité routière. Donc voilà, il y a ce genre de propositions là aussi. Tout ça, vous retrouverez donc dans le rapport, toutes les explications détaillées, les esquisses et les propositions de poches de stationnement et autres.
On va aussi, bien sûr, vous parler de la liaison piétonne jusqu'au pôle sportif et l'école, hein, c'est important, hein, depuis le centre du village. Donc on a un premier trottoir existant en descendant vers le centre sportif, mais très vite on arrive avec des barrières, parce que le trottoir disparaît, parce que la traversée piétonne n'est plus sécurisée, donc on a un manque de continuité. Et donc là-dessus, il y a quand même vraiment un travail à faire, notamment pour rejoindre aussi le Ravel, hein, parce qu'on a le Ravel qui passe juste à côté, et donc il serait intéressant pour les cyclistes de pouvoir le rejoindre de manière sécurisée. Alors, dernier point de cette présentation, les écoles. Là, juste pour dire que voilà, il y a tout un chapitre aussi sur le scolaire, hein, parce que beaucoup de choses sont à faire au niveau scolaire. Mais de nouveau, voilà, ça en travaille vraiment en collaboration avec les directions ou les professeurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir imposer non plus des démarches aux écoles. Ça ne fonctionne jamais si on n'a pas d'adhésion de nouveau du personnel ou d'une association de parents. Et donc, les initiatives à mettre en place dans les écoles sont vraiment de toutes sortes, hein. On va parler bien sûr d'aménagement d'abord d'école, hein. On l'a déjà vu juste avant, notamment dans le centre de Brève, l'organisation des zones de dépose, d'encore accentuer ces zones 30, de sécuriser les traversées. Donc il y a plein d'exemples qui existent, hein, où ce qui marche très bien, notamment maintenant, notamment dans certaines communes à Bruxelles, ce sont les élèves eux-mêmes qui font les traversées. Donc chaque classe à son tour, chaque semaine, sensibilise les parents et les automobilistes et sécurisent eux-mêmes les entrées de leur école. Donc c'est toujours très parlant et c'est toujours assez efficace quand ce sont les enfants eux-mêmes en plus qui portent le message. Alors il y a d'autres types d'initiatives bien sûr comme que vous connaissez certainement comme les rangs à pied qu'on essaie d'organiser vers les écoles. Il y a des rangs à vélo aussi qui sont intéressants mais qui sont beaucoup plus complexes à mettre en place et qui demandent beaucoup plus d'énergie et de personnes pour encadrer. C'est pour ça que les écoles, souvent pour les rangs à vélo, on essaie plutôt d'inciter à faire 2-3 activités sur l'année pour lancer un peu la démarche, voir comment ça fonctionne et pour sensibiliser les parents et les élèves justement à la pratique du vélo au quotidien. Mais de le mettre en place de manière régulière est beaucoup plus compliqué. Donc il faut vraiment une grosse organisation derrière pour y arriver. Et puis voilà, il y a différents autres types d'actions de sensibilisation et de communication très importantes. Il y a du covoiturage en milieu scolaire qui existe aussi avec des startups qui travaillent vraiment que là-dessus. Voilà, plein de choses à pouvoir développer avec les directions, en tout cas les professeurs qui sont vraiment motivés à essayer d'améliorer les choses dans leur école. Donc quand je parlais voilà, d'organismes qui travaillent notamment sur le covoiturage scolaire, eh ben, on a Coalift hein, qui a apparu il y a 2-3 ans et qui travaille vraiment que là-dessus. Donc scolaire et normalement tout ce qui est activité aussi extrascolaire, donc pour rejoindre des complexes sportifs et autres. Donc intéressant à rencontrer et à collaborer avec eux dans ce domaine. Donc voilà, on est au bout de la présentation. Donc voilà, le but était de vous montrer de manière assez synthétique hein, un peu tout ce qu'on peut retrouver dans le rapport, hein, tout ce qui a été abordé dans le cadre de cette étude. Donc on vous invite à aller explorer ce rapport qui est assez dense, hein, il faut le dire, hein, il y a une grosse centaine de pages. Hein, donc vous pouvez aller voir les éléments qui vous intéressent, le parcourir, vous retrouver un petit peu des explications plus générales, des éléments plus techniques, des esquisses, des cartes. En tout cas, un peu toute la philosophie, en tout cas, de ce plan de mobilité pour les années à venir. Et donc nous, on se retrouvera de toute façon pour la soirée avec les questions-réponses, hein, a priori le 18 mai. Donc n'hésitez pas à envoyer, comme je vous l'ai dit en intro, à envoyer vos questions en amont surtout, qu'on puisse un peu tout regrouper, parce que probablement que plusieurs réactions, remarques porteront peut-être parfois sur les mêmes sujets. Donc voilà, on va essayer d'un peu. Ce serait quand même plus efficace pour nous de pouvoir tout synthétiser en amont et de revenir vers vous sur cette soirée-là en présentant ces questions et ces réponses et nous laisser un peu de temps, j'espère, derrière pour avoir plus d'interaction en direct. Voilà, merci et à très bientôt.